Le personnage qu'au ici, c'est Tatsuki Fujimoto. Et laissez-moi vous présenter sa plus grande œuvre. Dans un monde où humains et démons s'entretuent, Denji grandit dans la souffrance et la misère. Orphelin, criblé de dettes après la mort de son père, il vit sous la menace constante de la mafia japonaise. Rembourser ou mourir. Un jour, par miracle ou par malheur, il rencontre Pochita, le démon tronçonneuse. Ensemble, ils chassent des démons, survivant au jour le jour. Mais tout s'effondre lorsqu'il tombe dans le piège du démon zombie. Au seuil de la mort, Pochita fait un contrat. Il devient son cœur pour que les rêves de Denji deviennent réalité, même les plus insignifiants. C'est ainsi qu'est né Chainsaw Man. Mais très vite, les rêves deviennent cauchemars. La femme qui le sauve n'est autre que le démon de la domination, Makima, et pour Denji, commence un paradis cruel. Sous les ordres de Makima, il rejoint la sécurité publique, il tue des démons, reçoit un toit, de la nourriture et rencontre Aki et Power. Pour la première fois, il goûte à l'amitié, il s'accroche à la vie et commence à croire en ses rêves. Makima lui promet la paix, à condition de vaincre le démon flingue, qui, en réalité, est déjà neutralisé. À travers ses manipulations, Makima va broyer ce qui restait de son humanité. Power, Aki, tous les deux tombent, et avec eux, la promesse faite à Pochita. Vivre une vie paisible. Alors, dans un dernier éclat d'horreur, Chainsaw Man renaît, le vrai, celui dont même les démons ont peur. Makima, incarnation du contrôle, ne cherche pas à détruire, mais à sauver. Elle veut éradiquer les peurs les plus terribles en utilisant Chainsaw Man comme arme pour créer un monde parfait. Un monde où elle serait enfin l'égale de quelqu'un. Mais ce monde parfait passe par l'enfer. Et l'enfer ne fait pas le poids face à Chainsaw Man, ou plutôt Denji. Tout du long, Makima ne s'était pas intéressé une seule seconde à Denji, mais plutôt à son cœur, Pochita. Makima meurt, renaît et revient sous une autre forme. Une enfant nommée Nayuta. Cette fois, c'est Denji qui devient le gardien. Il l'adopte et tente de lui offrir la vie qu'il n'a jamais eue. Une vie libérée de la domination. Et c'est ainsi que se termine Chainsaw Man partie 1. Et pour beaucoup, c'est aussi là où le manga s'arrête. Mais ce n'est pas tout à fait exact, car le 13 juillet 2022, Chainsaw Man est de retour pour une partie 2. Et ce retour, il est surprenant, radicalement différent. Nouveau personnage principal, nouveau rythme, nouveau ton, et surtout, un accueil bien plus discret. Chainsaw Man n'est plus une histoire de survie, mais une histoire de solitude. Et au cœur de cette solitude, Asa Mitaka. La suite de l'histoire ne commence pas dans le sang, ni dans l'action, ou même dans la rage, mais plutôt dans un lycée. Et on est d'accord, c'est un environnement beaucoup trop calme et banalisé pour l'univers Chainsaw Man. Et c'est ici qu'on nous introduit notre protagoniste de cette partie 2, Asa Mitaka, qui est donc une lycéenne brisée par la solitude, rongée par la culpabilité, mais surtout qui haït les démons très profondément. Elle n'a rien vu rien d'une héroïne, elle est amère, maladroite et très agressive. Mais bien sûr, tout va changer le jour où elle va rencontrer Yoru, le démon de la guerre, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui est dans un piteux état après avoir combattu Chainsaw Man, on le rappelle. Elle va donc prendre possession du corps de Asa, mais pas entièrement, car elle est tout simplement trop faible et notamment pas assez incluse dans la société. Elle va donc compter sur Asa pour faire des tâches ingrates et elle, de son côté, va tenter de vivre dans son corps et de retrouver ses pouvoirs petit à petit afin de vaincre Chainsaw Man. S'en suit un contraste très intéressant entre une cohabitation entre un humain et une démone, Yoru et Asa. L'une déteste les démons du plus profond de son être et l'autre souhaite tout simplement tuer Chainsaw Man qui en réalité est Denji. De son côté, Denji lui tente de vivre une vie parfaitement normale et va au lycée s'occupe de Nayuta qui, je le rappelle, est la réincarnation de Makima. Il veut juste être aimé et avoir une petite amie, devenir célèbre grâce à Chainsaw Man. Mais vous le savez très bien, pour lui la paix c'est toujours une illusion. En effet, il va croiser Asa, une rencontre inattendue et explosive. Elle ne connaît rien de son passé ni même de son démon. Et oui, vous l'avez bien entendu, Yoru et Asa ne savent pas que Denji est Chainsaw Man. Yoru donc, qui cherche Chainsaw Man, l'a en fait devant elle depuis le début. Mais après avoir posé les bases, bien sûr, arrive le cauchemar. Nos deux protagonistes sont enfermés dans un aquarium avec des élèves de l'école, mais aussi des fans de Chainsaw Man. C'est dans cet environnement-là que nos deux protagonistes commencent à se rapprocher. On a un contraste très intéressant entre une Asa qui est très fragile en réalité et un Denji lui presque totalement déshumanisé parce qu'il a vécu durant la partie 1 et qui est insensible. Bien sûr, ce n'est que le début et la guerre de l'ombre commence, car en effet, une église étrange et malsaine émerge, et l'église de Chainsaw Man, des fanatiques masqués, des adolescents embrigadés qui idolâtrent tous Denji et vénèrent Denji comme un dieu.
Et bien sûr, dans l'ombre, quelqu'un les manipule, et cette personne, c'est le démon Famine, l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Et son objectif est très simple, elle ne veut pas tuer Chainsaw Man, elle veut le glorifier, le mettre au centre de l'attention, afin que le monde entier ait connaissance du héros Chainsaw Man qui tue les démons en temps à lui-même. Mais bien sûr, ça ce n'est que en apparence, car en réalité, elle souhaite mettre Denji au centre de l'attention pour ensuite le faire craindre de tous plus facilement. Et pourquoi me diriez-vous faire tout ça? Bien c'est très simple, car une prophétie approche. La mort va revenir, et Chainsaw Man est le seul démon qui pourrait tenter de tenir tête face à elle, ou bien même Yoru. Mais bien sûr, cette stratégie, elle a un prix. Denji devient une célébrité, un même vivant une arme de propagande, mais quand il essaye de reprendre le contrôle, c'est déjà fini. Sa maison brûle, il perd Nayuta, et quand elle se rend compte qu'elle est bel et bien morte, il perd le contrôle et laisse la place à Chainsaw Man. Bestial, sans attache et désormais sans rêve, car à nouveau, la promesse qu'il avait faite avec Pochita est désormais rompue, et alors que la sécurité publique tente de le capturer, de l'étudier et de le contrôler, il explose. Il devient ce qu'il a toujours été, le démon de la fin des fins, le démon craint par les démons eux-mêmes. Mais au sommet de cette tension surgit un nouveau démon, une peur primaire, le démon vieillesse. C'est un être qui est fatigué du monde, qui souhaite tout simplement mourir de la main de Chainsaw Man afin de ne plus jamais revivre. Mais qui dit mourir de la main de Chainsaw Man veut aussi dire éradiquer son propre concept, ce qui veut donc dire qu'il n'y aurait plus jamais de vieillesse dans le monde. Mais Chainsaw Man a encore ses principes, des principes qu'on pourra développer un peu plus tard dans la vidéo. Il refuse catégoriquement de dévorer le démon vieillesse. Le démon vieillesse va donc alors les enfermer dans une dimension parallèle qui va donc permettre de rapprocher Denji et Asa encore une fois, mais surtout de permettre à Denji de surmonter encore une fois la perte d'un être cher, Nayuta. Une fois sorti, c'est là que le rideau tombe, car la mort arrive, et ce n'est pas celle qu'on pensait être. Car en réalité, le démon mort n'est d'autre que le démon Famine, et oui, vous l'avez bien entendu, le démon qui contrôle l'église Chainsaw Man et la sécurité publique est en réalité le démon mort. Le démon qui a elle-même fait un plan pour tenter de battre le démon mort, s'avère être en fait le démon mort. Tout était prévu, chaque attaque, chaque trahison, chaque révélation, elle tire les ficelles, elle veut le chaos. Elle veut que le monde ait peur, elle veut que Chainsaw Man et les cavaliers de l'Apocalypse soient de nouveau rois. Et pourquoi me diriez-vous? Eh bien, parce que le démon mort a conscience de ses pouvoirs. Elle sait qu'un jour ou l'autre, ses pouvoirs vont tant décupler qu'elle va en fait tuer l'humanité sans qu'elle le veuille, alors qu'en réalité, elle adore l'humanité. Ça a changé, Yoru a évolué, elle a désormais la possession des armes nucléaires, ce qui l'a fait donc redouter encore plus qu'auparavant. Chainsaw Man lui est libre et est prêt à ravager encore plus qu'avant. Mais est-ce que ça va réellement être suffisant pour vaincre la mort? Un concept qui est aussi long que l'existence elle-même. Si vous voulez mon avis, c'est peine perdue. Et d'ailleurs, je ne pense même pas que le démon mort soit l'un des antagonistes de cette partie 2. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce mini storytelling pour la partie 1 et pour la partie 2 avec un petit montage des images, des switches de caméra, de vidéos, etc. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des petites suggestions, des petits retours, ça me ferait extrêmement plaisir pour des potentielles nouvelles vidéos. Et maintenant donc on passe au vif du sujet. Maintenant que vous avez la même vision que moi sur l'histoire, il est temps d'attaquer la question qui fâche. Pourquoi est-ce que Chainsaw Man a disparu des radars en réalité? Et donc pour débuter cette analyse, je vous propose de commencer par les faiblesses. Et premièrement, il y a une chose qui m'a réellement frappé, c'est au niveau de l'art. Alors je sais que l'art ne concerne absolument pas le début de la partie 2 qui est vraiment magnifique, qui est encore plus beau que la partie 1, mais justement du coup ça soulève un point, c'est qu'on remarque que Fujimoto commençait très fort et que vers le milieu, vers le tome 14-15 si je dis pas de bêtises, on sent vraiment qu'il y a un downfall, et donc je me suis un petit peu renseigné et j'ai vu du coup qu'il avait perdu pas mal d'assistants, des assistants qui étaient très talentueux évidemment au niveau des dessins. Donc Fujimoto a perdu des assistants, il va donc devoir en fait s'adapter, il va devoir travailler plus rapidement, faire des sacrifices, enlever des petits détails pour être dans les temps encore une fois pour publier ses chapitres. Mais honnêtement, entre vous et moi, je ne pense pas uniquement que ça soit le seul problème. Je pense que Fujimoto a également un gros souci de motivation. Parce que si on regarde bien les panneaux emblématiques comme l'apparition de Chainsaw Man ou bien même des panneaux sur le démon mort, eh bien on remarque que c'est quand même assez joli. Alors que si on regarde par exemple d'autres panneaux un petit peu plus lambda, en fait on a vraiment un contraste entre des panneaux lambda de la partie 1 début partie 2 et des panneaux lambda du moitié de chapitre fin de partie 2. C'est vraiment des panneaux qui sont très moches à regarder, où vous mettrez peut-être des photos au montage, mais c'est vraiment des panneaux franchement que tu pourrais faire un effort dessus, et on voit que du coup il y a des sacrifices, ou bien que l'auteur a réellement marre de dessiner, et qui préférerait 1000 fois raconter l'histoire plutôt que la dessiner. Donc on a réellement l'impression que son dessin, en fait, il varie en fonction de son pic de motivation et de la narration. Si ça va être un moment épique, le mec va avoir beaucoup de hype à dessiner, va se sentir heureux, et donc va nous pondre un classique, pardon. Alors que si le mec dessine, par exemple, un arc, effectivement, là où ça commence à downfall un peu, c'est l'arc dans la prison, l'invasion de la prison, et après tout ce qui est avant l'apparition de Chainsaw Man, du coup, on remarque que ça manque un peu d'action, c'est un petit peu mou.
Mais ça, on y reviendra plus tard, et on voit que le mec est clairement le seum de dessiner, vraiment, on voit qu'il veut vraiment passer à l'action pure. Mais sincèrement, je m'inquiète vraiment pas trop, parce qu'il est possible que Fujimoto il remonte en puissance pour la fin, du coup comme on a parlé avec son pic de motivation, ou bien alors qu'il prenne une pause comme il avait fait avec la partie 1, et que pour la partie 3, eh bien il ne refasse pas les mêmes erreurs, s'il y en a une bien évidemment. On peut même envisager des nouveaux assistants pour Fujimoto. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, le constat est là, l'art est un downfall. On passe ensuite au deuxième point que je juge assez problématique pour Chainsaw Man partie 2, c'est notamment l'attente et surtout le manque d'adaptation animée. On remarque que l'adaptation animée, c'est toujours un moyen de booster énormément ton manga, et on a très bien remarqué avec la saison 1 de Chainsaw Man. La saison 1 est sortie et Chainsaw Man est littéralement explosé partout, et c'est pour ça aussi que la partie 1 a totalement pété. Tout le monde est fan de la partie 1, l'a lu et tout le monde en a connaissance. Et par contre, quand Fujimoto a fait une pause de 1 à 2 années, je ne sais plus trop combien de temps, bah là clairement c'était un sacré coup de mou, les gens du coup ont arrêté de regarder Chainsaw Man, et quand c'est revenu, il y a eu un gros manque de com justement parce que tu n'as pas la possibilité de faire une animation, t'as pas la possibilité de faire un animé dessus, vu que justement ton animé il est que à la saison 1, il est que à l'arc d'introduction, il n'y a même pas encore le film Rézé qui est sorti à l'heure où je parle, et ça c'est vraiment problématique parce que du coup on va dire qu'il y aura un animé pour la partie 2 en 2035 si on continue à ce rythme là. Et honnêtement, on peut pas les blâmer parce que je préfère justement qu'il y ait des saisons très très belles plutôt que des saisons complètement bâclées et qu'on cherche à directement aller à la saison 2. Ça serait vraiment très problématique, mais ça reste un problème tout de même qu'il n'y ait pas d'adaptation animée pour pouvoir propulser cette partie 2. Et je pense qu'on peut le dire très clairement, Chainsaw Man partie 2 est caché dans le succès de la partie 1. Entre guillemets, c'est comme si Fujimoto avait lancé un nouveau manga, mais sans réellement le promouvoir ni raccorder suffisamment à ce qu'il a rendu culte. Mais là on arrive, je trouve, à un point crucial, c'est le lien émotionnel. Entre nous, la partie 2, elle manque cruellement de visages familiers. Tous les personnages qu'on aimait, en réalité, ils sont morts. Aki, Power, Makima, etc. Ils sont tous morts. Ou bien, on n'a clairement plus aucune nouvelle de certains personnages, comme Kobeni ou Kishibe, qui étaient des personnages très appréciés de la communauté. Bien sûr, je suis personne pour dire ce qu'il faudrait faire à Chainsaw Man, l'auteur sait très bien ce qu'il fait, mais honnêtement, l'apparition d'un petit Kishibe qui pourrait donner un petit lien entre la partie 1 et la partie 2, on dirait clairement pas non. Ça manque clairement de raccord, et il y a beaucoup de personnages qu'on a réellement laissé de côté, ou bien qu'on a mis dans un petit coin en disant oui, lui, il a démissionné, il reviendra plus jamais. Et je trouve que ça c'est assez problématique, parce que du coup, on a vraiment l'impression de relire un nouveau manga. Et pour moi, qui commençait la partie 2, pour en pouvoir enchaîner, donc j'ai lu Chainsaw Man, je l'ai pas lu chapitre par chapitre pour la partie 2, j'ai eu le temps d'enchaîner les 20 premiers chapitres de la partie 2. Et donc je me suis réellement rendu compte en enchaînant du coup ces 20 premiers chapitres de la partie 2 que effectivement on a vraiment l'impression de lire un nouveau manga. Et donc pour rester un petit peu dans cette thématique, on peut revenir sur notamment le personnage de Denji. Alors au début de la partie 2, on le met de côté, on remarque directement qu'on introduit le personnage de Asa, on veut clairement en fait mettre ce personnage au centre de l'attention et le faire monter comme un nouveau protagoniste de l'histoire. Asa prend toute la place et pendant plusieurs chapitres, eh bien on n'a aucun repère. Pas de Makima, pas d'Aki, pas même d'ambiance familière, juste Asa, Yoru et un environnement qui n'est pas du tout familier. Je n'exagère réellement pas en disant que ça donne vraiment l'impression de lire un nouveau manga. Certes un manga de Tatsuki Fujimoto encore une fois, parce qu'on reste dans les mêmes principes et ça on y reviendra un peu plus tard, mais un autre manga de Tatsuki Fujimoto. Et franchement ce n'est vraiment pas étonnant que beaucoup soient passés à côté, ou bien même que certains aient décroché. Et pour moi un point qui peut être à la fois un point faible et un point fort, ça reste le scénario. Franchement de mon point de vue, il n'y a rien à dire. Chainsaw Man, ça reste Chainsaw Man. Fujimoto essaie d'écrire et ça c'est clairement pas une nouveauté. Je vois beaucoup de personnes dire que cette partie 2 est illogique, que y a beaucoup de choses qui sont incohérentes, qu'on n'a vraiment pas de réponse à nos questions depuis le début, alors qu'on ne sait même pas si la partie 2 est sur le point de se terminer, ou si elle a encore par exemple 100 chapitres devant elle. Et dans Chainsaw Man, on le sait très bien, une réponse à une question posée au chapitre 12 peut clairement être donnée au chapitre 200. Chainsaw Man, c'est clairement un jeu d'attente, et si autant de personnes cherchent à critiquer, je pense que c'est clairement des personnes qui ont tout lu d'une traite et qui désormais sont obligées d'attendre chapitre par chapitre, semaine par semaine, et qui n'ont clairement pas l'habitude du rythme, et qui sont donc dans l'incompréhension, car on peut être d'accord sur un point, Chainsaw Man, c'était vraiment pas une œuvre à lire hebdomadairement. Je pense clairement que Chainsaw Man serait une œuvre à lire manga par manga, mais semaine par semaine, c'est quand même assez compliqué à lire, on se pose vraiment beaucoup de questions au niveau des chapitres, alors que manga par manga, on voit clairement une fluidité, on voit qu'en fait réellement les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement. Et bien sûr, on peut évidemment ne pas aimer cette partie 2, et franchement je peux comprendre à 100%, parce que faut le dire, le début est quand même extrêmement lent. C'est très posé, contemplatif, très narratif, on développe à ça, on installe même l'église Chainsaw Man, la nouvelle sécurité publique, mais il faut aussi admettre, jusqu'à l'entrée de Chainsaw Man lui-même, ça manquait clairement de nerfs.
Voilà donc pour les points faibles, des choix qui sont risqués, une lenteur assumée, un style graphique en perte de vitesse, mais ce n'est que la première moitié d'analyse. On passe maintenant au point fort, et là vous allez peut-être voir que Fujimoto n'a peut-être jamais été aussi ambitieux. Concrètement, dans cette partie 2, on sent que Fujimoto a voulu faire les choses autrement. Là où dans la partie 1, ça donnait réellement l'impression d'être dans une bulle, qu'on était enfermé dans un récit qui est la sécurité publique, et qu'on n'allait vraiment pas avoir de développement sur la société en elle-même, ou même sur tout ce qui tourne à l'extérieur de sécurité publique, et entre guillemets à l'emprise de Makima avec son territoire. Et bien ici, dans cette partie 2, le rythme est ralenti, on respire, on observe, et on peut enfin contempler le monde de Chainsaw Man dans toute sa splendeur. On observe ses structures sociales, ses mouvements religieux avec l'église Chainsaw Man, ses rouages humains, l'univers s'étend patiemment jusqu'à laisser place à l'église Chainsaw Man elle-même et au développement de la sécurité publique. Et même en toile de fond, des personnages là très anecdotiques comme Yoshida ou Barem qu'on aperçoit brièvement dans la partie 1, bien se révèlent des figures majeures de cette suite dans la partie 2. Mais malgré cette approche très différente, très lente, l'essence du manga, elle reste intacte. Denji encore une fois veut vivre une vie totalement normale, mais encore une fois, son contrat avec Pochita semble rendre cela totalement impossible. Il s'est d'amitié avec Asa, mais est trahi en réalité par Yoru, le démon guerre qui partage son corps. Pourtant, une nuance cruciale vient tout changer, c'est que Asa, elle veut Denji, pas pour son cœur, mais pour ce qu'il est réellement, pas pour Chainsaw Man, mais pour Denji lui-même. Et franchement, ça c'est clairement une nouveauté, car on l'a vu durant toute l'œuvre, et bien jamais personne n'a réellement porté d'importance à Denji lui-même. Si Denji n'était pas Chainsaw Man, Denji serait encore le petit gamin misérable qui vit dans sa petite cabane avec Pochita. Et franchement, ça fait de cela un tournant très fondamental. Pour la première fois, quelqu'un l'aime pour ce qu'il est réellement. Mais à mon avis, combien de temps est-ce que ça peut durer? Parce que Asa pourrait très bientôt perdre le contrôle de son corps piégé par Yoru. Yoru qui, on le rappelle, a subi un très fort power-up après l'apparition des armes nucléaires. Bien, on peut se dire que comme elle l'a fait avec le démon des peurs primaires, le démon chute, est-ce qu'elle serait désormais assez puissante pour tenter de faire disparaître totalement Asa, qui Asa est réellement une faiblesse pour Yoru, si on peut se le dire. Pour moi, si Yoru garde Asa en elle et que Asa peut encore revenir à chaque fois, Yoru ne sera jamais un personnage pété, ne sera jamais fort, parce que réellement, si Yoru combat un démon qui est fort, un démon des peurs primaires autre que Chute, qui était clairement pas sur ses gardes, je pense qu'elle se fait rouler dessus parce que Asa peut littéralement prendre son contrôle à tout moment, et qui dit Asa à la place de Yoru dit aussi que la meuf elle peut être perdue, et contre un démon des peurs primaires ça peut clairement l'achever. C'est pour ça que je pense que Yoru soit ne sera jamais un démon emblématique et extrêmement fort, voire l'un des plus forts, voire le plus fort, si elle garde Asa en elle. Et donc il y a une possibilité, c'est que justement Denji soit voué à faire un choix. Soit tu sauves l'humanité, t'empêches Yoru de faire une guerre infinie et de devenir l'un des démons les plus forts au monde, mais tu tues Asa avec. Soit tu sauves Asa, mais tu fous le monde dans la merde, très clairement. Donc là, il y a clairement un truc très intéressant à faire. Sachant que Asa, du coup, est une personne extrêmement spéciale pour Denji, c'est la première personne à réellement l'aimer, et donc il y a un dilemme très 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 puissant qui peut parvenir. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est pas anodin, ça s'appuie sur les dires du démon feu qui avait très clairement dit à Denji que très bientôt, il va devoir faire un choix très très sérieux. Et je pense que ce serait pas déconnant si plus tard dans le manga, il y aurait un choix de ce style-là à faire. Bref, parenthèse terminée, et pour finir donc ce point-là, on peut constater notamment que dans cette partie 2, à l'heure à laquelle je parle, niveau chapitre 210-211, Denji il semble revivre. Il surmonte la perte de Nayuta, et ses échanges avec Asa leur donnent peu à peu goût à la vie. Et franchement, ce que j'admire avec cette partie 2, c'est que malgré qu'il y ait une narration qui est beaucoup plus lente, les idées profondes, elles sont toujours là. Chaque personnage, quelle que soit sa puissance, est l'esclave de quelque chose. C'est un point sur lequel j'ai vraiment pas entendu beaucoup parler au niveau de la communauté Chainsaw Man, mais c'est quelque chose que j'ai réellement constaté. C'est que j'ai l'impression que chaque personnage est réellement soumis et esclave de quelque chose. Aucun personnage n'est réellement libre, peu importe ta puissance, tu es toujours dominé par quelque chose. Denji, par exemple, lui, était l'esclave de Makima, et son contrat avec Pochita, il ne pouvait pas réellement vivre parce qu'il était sur les ordres de Makima, et le contrat avec Pochita, en réalité, le met totalement dans la merde. Et parfois, je m'en viens même à m'en demander, est-ce que Denji ne serait pas plus heureux en vivant sa vie misérable dans sa petite cabane avec Pochita, ou bien Denji avec le contrat en Pochita, qui est identifié comme Chainsaw Man, qui est identifié comme l'un des démons les plus craints, un des démons les plus spéciaux qui existent. Est-ce que Denji réellement n'est pas plus heureux, chapitre 1, que chapitre 210? Et c'est clairement une question qu'on peut se poser et qui est très très légitime, je pense.
Bref, Makima, elle était esclave de son propre désir de domination, elle était pétrie par une solitude qu'elle tentait désespérément de briser, ça on avait remarqué, avec sa volonté d'utiliser Chainsaw Man pour éradiquer des concepts nuisibles avant qu'elle puisse réellement vivre avec quelqu'un d'égal à égal. Asa, elle est l'esclave de Yoru, et Yoru est esclave d'Asa, comme on l'avait dit avant, chacune est dépendante de l'autre, mais Yoru pourrait très bien peut-être se débarrasser d'Asa, un de ces quatre. Et même les démons les plus puissants, ils sont victimes d'eux-mêmes. Le démon de la vieillesse, lui, souhaite mourir. Le mec a tellement vécu, il a tellement vu de choses que le mec veut simplement mourir, il en a marre. Il sait qu'il est immortel, il est emprisonné par son pouvoir réellement, il est emprisonné par le fait que c'est une peur primaire, que le mec en a juste marre de la vie. Le mec est esclave de sa longévité, il le veut mourir. Mais ce qui me fait réellement penser que dans l'œuvre, on souhaite réellement faire en sorte que tous les personnages soient esclaves de quelque chose, c'est clairement le démon mort. Démon mort, réputé comme le plus puissant de tous, sans exception, un démon qui a une force si grande qu'elle pourrait anéantir l'humanité sans même le vouloir, sans même bouger le petit doigt. Bah, remarque que la meuf, elle adore l'humanité, elle kiffe l'humanité, elle kiffe sa vie d'humaine, et je pense très clairement que, encore une fois, la meuf serait 10 000 fois, des millions de fois plus heureuse en étant une simple humaine dans son lycée, qu'en étant le démon mort. Elle subit le fait qu'elle est le démon le plus fort de tous, parce que justement elle le sait elle-même, elle va défoncer l'humanité et elle ne le veut pas, et si du coup c'est totalement l'objectif du manga de cette partie 2, bien c'est d'empêcher justement que le démon mort anéantisse l'humanité à cause de ses pouvoirs, alors que elle kiffe l'humanité en réalité. On sent que le démon mort, en fait, il déteste vraiment ce qu'il est, il déteste être le démon mort, il ne veut pas être ce qu'il est réellement. Et là je trouve vraiment qu'on a un contrat très important, c'est que le démon mort lui-même, celui qui a créé la mort, qui incarne la mort, il désire mourir. Le démon mort veut mourir. Et là, dans notre manga, on aurait pu penser qu'un démon mort, ce serait un mec ultra sadique, un mec maléfique à la Sukuna, tu vois. Bah là, on voit clairement que Fujimoto y réfléchit. Non pas que dans notre manga, les auteurs réfléchissent pas, hein, mais que là, il a réellement pris le temps de réfléchir, de voir ce qu'il voulait transmettre, et de faire un démon mort qui, effectivement, à première vue, n'est pas badass, bien sûr. Bon, il y a des panels qui sont extrêmement badass, mais entre vous et moi, si on vous parlait d'un démon mort, chapitre 10 de la partie 1, vous m'auriez clairement pas imaginé que ça soit un démon comme ça, vous m'auriez imaginé un truc bien badass, semblable au démon des ténèbres. Mais en réalité, du coup, c'est clairement comparable à une humaine qui désire simplement mourir. Son plus grand rêve, c'est de mourir. Mais du coup, elle est elle-même esclave de ce qu'elle est, parce que si elle meurt, donc le seul moyen de mourir pour elle, ça serait de mourir de la main de Chainsaw Man et de ne plus jamais remettre, parce qu'on le rappelle, déjà, je pense pas que ça soit possible de tuer le démon mort, autrement que par Chainsaw Man volontairement. Mais déjà, si on tue le démon mort par un miracle, si Yoru arrivait à tuer le démon mort, ce qui est impossible, je pense qu'elle ne tuera jamais le démon mort dans un 1v1 normal, oubliez pas que le démon mort va revivre, et que si le démon mort revit, et que le démon mort, cette fois-ci c'est un mec sadique, un personnage qui déteste l'humanité, qui a la flemme, clairement l'humanité, y a plus de Chainsaw Man, tu vois, c'est fini. Donc au final, elle est un peu esclave d'elle-même, elle sait pas quoi faire, on voit qu'elle est clairement perdue, et que sur retournement de situation avec Yoru qui décide de faire une guerre infinie, elle voit qu'elle est clairement troublée et que elle subit très clairement les événements et elle préférait, mais 1000 fois je suis sûr, ne pas exister. Et donc ce qu'on comprend, c'est que dans Chainsaw Man, personne n'est libre. Ni les humains, ni les démons, ils sont tous dominés, enchaînés à une idée, à une peur, même à un besoin. Mais au-delà des thématiques, cette partie 2, elle régale aussi sur d'autres plans, les démons des peurs primaires, ils se multiplient. Là où dans la partie 1, on avait à peine évoqué, on les évoquait comme des légendes, on avait vu le démon des ténèbres, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était extrêmement badass comme scène, je me rappelle. Mais cette fois-ci, on voit de plus en plus de démons des peurs primaires, on voit que l'univers s'élargit, on se rapproche de plus en plus de la fin, qu'on entre vraiment vers le milieu du noyau, vers vraiment la thématique principale, bien que c'est encore assez incertain. Et si une partie 3 voit le jour, franchement, ça me ferait extrêmement plaisir de voir un petit peu un monde un petit à la Berserk. Bien sûr, pas du tout dans la même thématique, pas du tout dans les mêmes messages, etc. Mais un monde où clairement, tu es en enfer, tu es au centre du monde des démons, et là tu constates que même les démons en enfer, ils sont pas heureux, tu vois. Ils subissent également effectivement leur situation, leur pouvoir. Et ce serait donc intéressant de créer toute une partie 3 au centre, au cœur même du monde des démons, pour réellement approfondir totalement ce monde-là. Je pense que ce serait clairement pas déconnant, bien sûr avec la façon de Fujimoto d'écrire, etc. Mais si on imagine bien un petit démon de la solitude, un démon même de la trahison,
démon de la torture, un démon de l'oubli, du néant, un démon de la conscience, etc. C'est des démons très clairement qui pourraient être très très pétés, plus forts, voire aussi forts que Yoru, ou des démons comme la vieillesse, etc. Il y a réellement un mood à aller chercher, notamment avec la scène de l'enfer de la partie 1. Je pense très clairement qu'il y a un mood comme ça à aller chercher, à la façon de Fujimoto bien sûr. Plus globalement, l'univers il a un potentiel mais monstrueux, et je pense très clairement qu'on est tellement loin d'une fin. Après bien sûr tout peut arriver, le manga peut s'arrêter dans 10 chapitres comme dans franchement 200, je serais même pas surpris, parce que tout peut tellement se passer. Mais si le manga se termine, allez, dans 10 ou 20 chapitres, je pense franchement que je serais assez déçu, parce que ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de choses que tu aurais mis de côté volontairement, beaucoup de choses sans réponse, ou bien où tu t'es pas mouillé en fait. Tu t'es pas mouillé, t'es allé au but directement, et t'as pas cherché à approfondir d'autres choses qui auraient pu être intéressantes, notamment des personnages de la partie 1 qu'on ne voit plus, comme Kishibe, Kobeni, etc. Bref, et enfin pour terminer avec cette partie de qui nous régale globalement, c'est notamment le twist ultime. Donc le fait que le démon mort était présent depuis le début, si on regarde bien, le démon mort était même présent déjà dans la partie 1, on ne l'a pas vu comme tel, mais on peut comprendre à travers l'interprétation que le démon mort peut incarner donc des corbeaux. Elle en a le pouvoir, et donc elle regardait le combat en Denji et Makima, et le fait que Makima meure, je pense que ça a dû profondément bouleverser ses plans, parce que Makima était réellement un obstacle, je pense, pour elle, et si Makima arrivait au bout de son plan, je pense très clairement qu'elle aurait dû se bouger un peu plus, et beaucoup moins rester dans l'ombre que ce qu'elle avait fait avec la partie 2, où donc elle a manipulé l'église Shensuman et la sécurité publique en douce. Mais maintenant j'ai une très grosse crainte, du coup, c'est que le fait que le démon famine, du coup, est le personnage qu'on croyait être le démon mort. Je vous mets l'image au montage peut-être, mais j'espère vraiment que ce personnage-là ne va pas être mis de côté, parce que ça reste un des 4 cavaliers d'Apocalypse, et du coup, en fait, son apparition a totalement été effacée par le twist que le démon mort c'était en fait famine depuis le début. Et je trouve que ça c'est assez dommage, et c'était un des dangers qui aurait pu arriver et qui est donc arrivé, c'est que pour l'instant le démon famine est clairement anodin, complètement mis de côté. Et je trouve que c'est réellement dommage, parce qu'un cavalier de l'Apocalypse, ça reste un cavalier de l'Apocalypse. Yoru c'est le protagoniste, l'antagoniste de cette partie 2, Makima c'était l'antagoniste de toute la partie 1, désormais le démon mort, bien c'est clairement, c'est pas un antagoniste, le démon mort c'est pas pour l'instant un antagoniste, pour une partie 3 peut-être, mais en tout cas le démon famine doit jouer un rôle, et là pour le moment, c'est très moyen, on a à peine perçu ses pouvoirs, les pouvoirs qui étaient donc d'absorber la vie, la vitalité des êtres, que ce soit des fourmis ou des êtres humains, pour revivre. On peut donc imaginer un personnage qui peut être répété, très fort, parce que du coup c'est un personnage qui pourrait revivre à l'infini et toujours porter des coups. Autant de fois qu'il y a des vies, le personnage pourrait revivre, et donc là où je m'inquiète un peu sur ce fait là, c'est que je pense pas que famine on va la voir faire des combats de fou, parce que de 1, la famine c'est, dans un monde comme ça, je pense que la famine n'est plus un souci. En revanche, si il y a réellement énormément de guerres, je pense que famine va réellement prendre en puissance, parce que qui dit guerre dit aussi effectivement bien des possibilités de famine, mais dans un monde comme celui-ci, en tout cas avant l'apparence de Yoru Prime bombe nucléaire, famine n'était clairement pas un danger, je trouve. Et ce qui me fait dire qu'on la verra pas faire de combat, c'est que ces combats ils vont être lents, ils vont être chiants à regarder, parce que c'est le genre typique de personnage, c'est un pouvoir lent, chiant, t'absorbes la vie, et contre un mec qui est plus fort que toi, ou qui est très chaud, tu peux pas lui absorber la vie, parce que c'est un démon, je pense pas qu'elle a la possibilité d'absorber la vie de n'importe qui, sinon ce serait ultra broken. Donc contre un gros adversaire, t'es là, t'absorbes la vie des petites fourmis sur le sol, tu lui portes 2-3 coups, etc. Donc ça va être des combats très lents, donc Famille, je pense pas qu'elle aura sa place dans les combats, mais elle doit avoir vraiment une réelle importance dans l'histoire. Elle doit avoir un truc à jouer, parce que pour moi ça me ferait vraiment mal de voir un cavalier d'Apocalypse qui est totalement mis de côté. Attention, par contre, on parle de famine, mais il y a aussi un point très important à remettre en jeu, c'est le démon domination. Nayuta, elle est morte ou elle est pas morte. Si elle est pas morte, ça peut rejouer un autre rôle, un autre dilemme pour Denji, sauver Nayuta, peut-être que le démon mort, là donc au chapitre 211 ou je sais plus trop quoi, ils sont dans une école, etc., ils blablatent, avec les fameux panels du démon mort là. Vous en souviendrez si vous avez la ref ou pas. Mais ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut dire, ok, soit tu m'aides, tu fais spawn Shensuman ou je sais pas, tu fais un truc, tu vas m'aider, soit tu fais ton flemmard et Nayuta je la tue.
peut-être qu'elle l'a pris en otage, mais je pense pas. Je pense que Nayuta elle est morte. Et comme elle est morte, du coup il y a un nouveau démon de la domination. Sauf si le démon serait encore en enfer, mais je pense pas parce que en général, on l'a vu, Makima s'est fait spawn kill en enfer. Donc je ne verrai pas d'intérêt à ce qu'elle ne se fasse pas spawn kill encore une fois. Donc à mon avis, il est de retour. Qui sait? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce que il a réussi à gérer comme Makima? Est-ce qu'il est plus fort que Nayuta? Ça serait très intéressant à voir. Mais ce qui pourrait être potentiel, c'est que ça soit un démon comme Nayuta, un bébé qui n'a pas encore pu dominer beaucoup de personnes, qui n'a pas eu à acquérir beaucoup de pouvoir, qui n'a pas eu beaucoup d'influence, qui n'est pas dans un contexte où elle peut réellement sortir son pouvoir. Makima, je pense clairement que c'était le prime du démon de la domination. Je pense qu'on verra jamais un démon de la domination aussi fort que Makima. Du coup, je me dis, démon de la domination, ça serait quand même bien qu'ils remettent en scène le démon de la domination, qui ne laisse pas en fait en second plan. Je pense que le démon de la domination a clairement aussi un très gros rôle à jouer. Parce que mort, famine, guerre, contrôle, tous ont une place fondamentale et tous sont liés. Faut qu'il n'y en ait aucun qui soit mis de côté parce que sinon je serais extrêmement déçu. Bref, voilà donc pour cette analyse. Point fort, point faible, pour moi, bien sûr c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été d'accord sur ce que j'ai dit ou bien notamment sur mes théories. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez des théories vous de votre côté. Je suis pas du tout au courant des autres théories. En général, je regarde pas du tout les théories sur internet. Je me penche pas vraiment. Je fais une petite théorie de mon côté et je lis le manga. Mais niveau théorie, j'ai pas trop regardé. Peut-être qu'il y a des théories de fous furieux qui sont sorties. J'ai hâte de les voir si vous en avez. Bref, en résumé, cette partie des deux Chainsaw Man, elle prend son temps, elle s'égare parfois, mais elle regorge de symbolisme, de force brute et surtout de potentiel narratif gigantesque. Mais surtout, elle nous rappelle une vérité brutale. Peu importe qui tu es, tu resteras toujours esclave de quelque chose. Pour conclure, non, Chainsaw Man partie 2 n'est pas un échec, loin de là. Elle souffre surtout d'un manque cruel de mise en lumière, pas de moment fort au lancement, pas de lien direct avec les événements de la partie 1, résultat, elle s'est un peu effacée des radars, engloutie par le silence et l'attente. Ce qui manque à cette partie 2, c'est un point d'ancrage clair entre la partie 1 et la suite, et surtout un déclic narratif fort, capable de faire monter toute l'œuvre à la surface. Et peut-être que ce déclic, il viendra dans le grand final, dans le dernier grand arc, celui que Tatsuki Fujimoto nous concocte depuis le début. Et peut-être à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est déjà le cas, l'événement de Fou Furieux est déjà sorti, et dans ce cas-là, j'espère également que c'est une folie. Mais malgré tout ça, malgré tous ses défauts, sa lenteur et ses choix risqués, Chainsaw Man partie 2, ça reste une œuvre forte, viscérale et audacieuse. Cette partie 2, elle s'impose peut-être pas, mais elle creuse profondément. Ce qu'elle prépare dans l'ombre pourrait bien être l'un des plus gros finales du manga moderne. Alors, je vous laisse la parole. Pour vous, Chainsaw Man partie 2, banger ou échec?